Bonjour à tous, alors je réponds maintenant à la deuxième question d'Aurélie qui me demande, maintenant que j'ai acheté le bien, ma deuxième question est quelles sont mes démarches administratives? Et elle me liste une liste de questions. Quels sont les organismes que je dois avertir du changement de propriétaire? Et ben en fait, moi lorsque j'ai fait mes achats, j'ai prévenu personne concrètement. Voilà. Alors, après, elle précise, dois-je mettre les contrats fournisseurs EDF à mon nom? Et là, oui, effectivement. Là, tout ce qui est contrat de gaz EDF, tu dois te faire connaître et dire que tu es le propriétaire. Et si tu prends à ton nom les contrats d'électricité, de gaz, eh ben, il faudra que tu les contactes pour t'enregistrer, prendre un contrat auprès d'eux. J'ai envie de dire, même vu que tu auras des travaux, le temps des travaux, ça ne sera pas loué, du coup, je te conseille quand même de prendre un contrat à ton nom pour éviter les coupures sauvages d'électricité ou de gaz chez toi. Ensuite, ça sera ton locataire qui devra prendre à son nom ces contrats-là, si c'est à lui de les prendre à son nom. Une autre question, une assurance P&O, effectivement, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment conseillé, un propriétaire non occupant. Vraiment, vraiment, je vous la conseille je vous conseille de prendre une P&O, ça va peut-être vous coûter 200 euros pour une maison de 100 mètres carrés, hein. Donc c'est vraiment pas grand-chose, 200 euros par an. Est-ce que je dois prendre d'autres assurances? Par exemple, loyer impayé et protection juridique. Alors, le loyer impayé, en fait, dans quel cas ça peut te servir? Ça peut te servir si tes locataires ne te payent pas, tout simplement. Donc là, c'est une question qu'il faut te poser normalement avant d'investir, c'est quel type de locataire je vais avoir dans mes biens immobiliers? Parce qu'il y a des locataires qui sont beaucoup plus à risque que d'autres de ne pas payer leur loyer. Tout simplement, c'est les locataires qui ont des situations compliquées, plus complexes. Clairement, sont les couples avec des enfants. C'est eux, les personnes, statistiquement, qui ont le plus de chances de ne pas payer leur loyer. Parce que une perte d'emploi, un divorce, une perte d'une partie du salaire, un accident de la vie, tout de suite c'est un salaire au moins qui rentre dans le revenu. Et pourtant les charges restent les mêmes, hein. Le loyer à payer reste le même, le coût de transport, le coût de nourriture reste les mêmes. Du coup, tout de suite ça peut être plus compliqué pour eux. Donc si tu as ce type de locataire, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre une assurance loyer impayé si ça te permet de dormir sur tes deux oreilles? Franchement, c'est toi qui payes ta tranquillité. Donc, si tu penses que tu en as besoin, tu la prends. Et quitte à te rendre compte que 2-3 ans après, tu n'en as pas besoin et à la supprimer. En général, c'est 1 à 3% du montant des loyers bruts que tu vas payer. Voilà. Et par contre, si tu as un type de locataire jeune, avec une situation simple, donc des étudiants ou des jeunes actifs, moi je te conseille de clairement ne pas prendre de loyer impayé, d'assurance loyer impayé. Protection juridique, ben, ça va avec l'assurance propriétaire non occupant normalement. Et c'est en cas de litige de toute façon. Donc c'est dans le même cas que les loyers impayés. Troisième question, dois-je me présenter auprès du syndic de copropriété? Bah oui, pourquoi tu ne le ferais pas, hein? Vaut mieux être en bon terme, se faire connaître, connaître aussi les gens, récupérer les contacts de celui qui est président du syndic, par exemple, et de tes voisins. C'est un très bon moyen pour faire connaissance entre propriétaires. Au niveau des impôts, j'envisage la mise en location en LMNP de mon studio pour septembre 2021. Donc voilà, on a une réponse sur le type de locataire que tu vas avoir. Dans des studios, on n'a pas de famille et donc je te conseille de ne pas prendre l'assurance loyer impayé pour les raisons dont j'ai parlé précédemment. Donc mon studio, quelles sont les démarches au préalable pour être prête à cette date-là? Donc comme je te l'ai dit tout de suite par mail en privé parce que je voulais pas te faire perdre un délai en attendant la réponse dans ma vidéo. Pour se déclarer en LMNP, il faut le faire dès que vous recevez les clés
de votre bien immobilier, hein, dès l'acte authentique chez le notaire. Il ne faut pas attendre la fin des travaux et vos premiers locataires. Donc il faudra remplir un formulaire P0I pour obtenir un numéro de sirène. Toutes les démarches, donc il y aura le choix du régime aussi, donc ça sera en général régime réel simplifié. Toutes les démarches, c'est assez administratif, enfin assez administratif. En réalité, non, pas tant que ça. C'est assez rapide et il y a, je crois, 2 documents à remplir. En tout cas, il y a le formulaire P0I. Mais en tout cas, je vais te mettre dans la description de cette vidéo les documents, le guide pour déclarer une activité de loueur meublé non professionnel, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes à respecter qui ne sont pas très difficiles, mais que je n'ai pas forcément en tête, que je ne prends pas la peine de garder dans mon cerveau. Donc je vais te mettre, et je vais vous mettre à tous, le guide un petit peu pour déclarer une première activité de loueur meublé non professionnel. Et c'est terminé, hein, elle est abonnée à ma chaîne YouTube et c'est comme ça qu'elle a vu ma vidéo aujourd'hui. C'est super sympa de proposer ton aide. C'est avec grand plaisir que je réponds à ta question et que à vous aussi, si vous me regardez, je peux répondre à votre question. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à contact@investirpourreussir.fr. Vous voyez que je vais vous répondre en vidéo de manière personnalisée à vos questions directement sur ma chaîne YouTube. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous, à la prochaine.